Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Sur Europe 1 avec Gilles William Goldnadel, avec Jules Torres du JDD, avec notre invité Philippe Etienne, ancien conseiller diplomatique, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Et je vous recommande son livre, qui sont un peu ses mémoires, Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire. C'est chez Talandier. On parlait à l'instant de la sécurisation de plusieurs bases françaises au Moyen-Orient. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a apporté des précisions ce matin. Ces Rafale et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de notre emprise. Vous n'infirmez et notre pas emprise. Le fait qu'ils soient intervenus donc ce week-end? Ils ont conduit leurs opérations de sécurisation du ciel au-dessus de nos bases et donc des ennemis. On reconnaît la prudence, j'allais dire presque diplomatique, de Jean-Noël Barrot sur le sujet. Qu'est-ce que vous attendez de l'allocution présidentielle ce soir, Philippe Etienne? Qu'est-ce que le président de la République français, qui, pas dire qu'il est absent de ce conflit, mais enfin il avait quand même commencé en disant que la France n'était ni prévenue ni impliquée, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Emmanuel Macron ce soir? Bien, d'abord, je pense que c'est assez normal que le chef de l'État, dans cette situation internationale, dans cette situation de guerre, s'adresse aux Français. Ensuite, s'il le fait, c'est d'autant plus important qu'il y a, même si nous ne sommes pas directement impliqués au début, nous supportons beaucoup de conséquences. Et donc, j'imagine qu'il va... Il va expliquer la situation. Vous parlez des conséquences il va expliquer dans la les situation. pays du Golfe ou non, à l'intérieur en France? Je pense aux conséquences qui sont multiples pour notre pays. Donc je pense qu'il va vouloir expliquer la situation. Quelles conséquences précisément, monsieur l'ambassadeur? Il y a des conséquences pour la sécurité nationale de la France, à l'intérieur du territoire comme à l'extérieur, avec ces emprises militaires dont nous venons de parler. Il y a des conséquences pour nos alliés. On en a parlé aussi. Il y a des conséquences pour tous les Français, résidents ou visiteurs qui sont pour l'instant piégés dans cette région et qu'on essaye d'aider à revenir en France. Oui. Et puis il y a des conséquences économiques quand même très importantes, à la fois sur le prix de l'énergie, notamment le prix du gaz, à la suite de l'arrêt par le Qatar de sa production. C'est le gaz qui a beaucoup augmenté. Et puis des conséquences logistiques avec la fermeture de voies de circulation maritime, la fermeture de voies de circulation aérienne aussi. Ces pays sont quand même dans le Golfe, le hub entre l'Europe et le sud-est asiatique. Est-ce que vous diriez qu'il y a des conséquences ou des menaces sur la sécurité intérieure en France? On connaît quand même l'historique de ce régime en matière de terrorisme. On a même eu des tentatives d'attentats sur le territoire français qui ont été déjouées. Je me souviens, lorsque j'étais à Paris, la tentative d'attentat à Villepinte, mais il y en a eu d'autres et partout dans le monde. Donc bien sûr qu'il faut être attentif à cet aspect, et notamment pour la protection de nos compatriotes juifs, mais plus généralement. Donc ça fait beaucoup de choses et beaucoup d'enjeux, je pense, et il n'est pas totalement anormal dans ces conditions que le président de la République s'exprime. Eu égard aux exemples que vous venez de donner, que ce soit l'attentat du Drakkar en 1982, que ce soit l'attentat de Villepinte en 2018, que ce soit même si c'est une affaire qui n'est pas encore résolue, l'affaire Marco Polo, où on sait qu'il y avait des projets d'action violente contre notamment des membres de la communauté juive pilotés par Téhéran, eu égard au fait que la France a quand même, mine de rien, une sorte de dette vis-à-vis du peuple iranien, puisqu'on a accueilli sans aucun problème l'ayatollah Khomeini, qu'on l'a ensuite envoyé en Iran avec un avion Air France. Au vu de cette dette-là, est-ce que la France n'est pas un petit peu en train de rater la marche de l'histoire, en ne participant pas plus que ça à ce qui pourrait être quand même si évidemment c'est un gros pari de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou, de renverser ce régime des mollahs? Philippe Etienne. Mais vous avez vous-même, avec le même si, introduit un élément de réponse. La question... C'est sa spécialité. J'ai pas la réponse. Non mais... c'est la spécialité de Torres. Je rebondis là-dessus, et je vous en remercie d'ailleurs, parce qu'il y a quand même deux questions qui se posent. Quel est l'objectif véritable? Est-ce qu'il est exactement le même pour Israël, qui a un intérêt évident à ce que ce régime disparaisse, puisque ce régime proclame depuis qu'il existe, c'est l'objectif de détruire Israël, et des États-Unis. Est-ce que c'est exactement le même? Comme on le disait tout à l'heure, il y a eu des petites variations du côté américain. Donc, il faudrait déjà savoir quel est l'objectif. Et puis, ensuite, il faut quand même aussi réfléchir
au résultat final. Parce que moi, je vois au moins, vous me direz si je me trompe, mais je vois toute une série de résultats possibles. Le premier qui serait évidemment pas ce que cherchent les Israéliens ou les Américains, qui serait la survie du régime. Il faut savoir que, pour moi, le régime iranien, son objectif, c'est de se survivre. C'est ça, le principal objectif. Tel qu'il est aujourd'hui, on peut imaginer des formules, entre guillemets, dégradées, qui seraient quand même meilleures, évidemment, qui seraient qu'une partie du régime change de politique, tout simplement, pour préserver ses intérêts, y compris économiques. On peut espérer, bien sûr, un changement de régime qui permette au peuple iranien, enfin, vous avez raison, de choisir librement ses dirigeants. Et puis, malheureusement, il y a aussi des scénarios où rien de tout ça ne se passe et où, comme on l'a vu, après d'autres interventions militaires, y compris certaines auxquelles la France a participé, je pense à la Libye, eh bien, on a une situation de chaos, de guerre civile, Voilà, d'où émergent des forces qui ne sont pas non plus très positives. Donc, moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Je partage le même espoir que vous. Et vous ne savez pas, le peuple iranien, on doit l'aider, évidemment. Vous ne savez pas, Philippe Etienne, mais vous avez une cartographie parfaite de ce qu'est l'Iran aujourd'hui, qui est une mosaïque culturelle, religieuse, avec énormément de partitions dans ce pays-là. Vous parliez de Kadhafi et du Liban et de la Libye, pardon. C'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que non, c'est très différent. Tripoli, Kadhafi avait dit si vous me décapitez, vous aurez Daesh. Bon c'est quand même mutatis mutandis. Voilà. Ah non, mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous, Pierre. Il y a eu des forces... Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Daesh, c'est en Irak, vous avez raison, mais l'Irak aussi, c'est une leçon. Mais moi, j'ai vécu, quand j'étais à l'Élysée, j'ai travaillé beaucoup sur le dossier libyen. Et encore une fois, la France a participé au démarrage de cette opération. Donc, bien sûr. On est... là, pour le coup, totalement impliqué avec le Charles de Gaulle au large de Tripoli, on s'en souvient. Et on peut être fier qu'à l'époque, on a empêché le dictateur Kadhafi de massacrer sa population. Mais le résultat... Il n'y a pas eu Daesh n'est pas apparu en Libye, vous avez raison, mais les groupes terroristes, notamment au Sahel, ont totalement profité du chaos en Libye. Jolie William Goldnadel. Monsieur l'ambassadeur, que vous pensiez que les buts de l'opération dont s'agit ne sont pas tout à fait clairs, je vous l'accorde. Mais la première allocution de monsieur Macron était quand même très négative. Sans vouloir tout de suite qu'il se joigne à la coalition, il était très négatif. Il expliquait, je le crains sérieusement, qu'il eût mieux fallu négocier de bonne foi, avec les Iraniens. Le concept de bonne foi de M. Khamenei m'a toujours, bien que ce soit un homme de foi, m'a toujours un peu échappé. Est-ce que d'avoir été aussi négatif la veille de finalement la fin de M. Khamenei n'est quand même pas un tout petit peu déplorable? En tout cas, il y avait une négociation. Il faut savoir que la négociation sur l'aspect nucléaire, pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire, c'était quand même l'objectif qu'on partageait tous. Pas seulement avec les Américains, d'ailleurs même à l'époque avec les Russes et les Chinois. Et cette négociation, elle avait été commencée par les 3 Européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi, ce qui s'est passé exactement, pourquoi par exemple les Américains n'ont pas forcément demandé la participation des pays européens, peut-être parce qu'ils pensaient qu'on n'accepterait pas, c'est possible. Mais en tout cas... je voyais mal Donald Trump demander l'aide de la France, vu la relation cordiale qu'il y a entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Mais moi, dans un autre domaine, je ne dis pas que nous aurions participé, parce que il se pose toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure, mais je vous signale quand même que nous avons lancé, alors c'était beaucoup plus ciblé, mais j'ai moi-même participé à l'époque, c'était en 2018, à ce processus, une opération militaire avec les Américains, sous Donald Trump. C'était une autre époque. Non, enfin, je veux dire... Les relations entre Emmanuel Macron et le président américain ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Bien sûr que c'est une autre époque, mais enfin, c'est le même Donald Trump, c'est le même Emmanuel Macron. Oui, mais les relations ne sont pas les mêmes. Vous avez vu comme Emmanuel Macron est moqué par Donald Trump systématiquement. C'est pas les deux mêmes. Ça n'est pas... Comment ? On a un Donald Trump qui a été réélu et qui a un petit peu le vent en poupe, et on a un Emmanuel Macron qui n'est plus dans sa
fringante jeunesse, si je puis dire, de 2018 quand il venait d'être élu et qui est en fin de pouvoir. Oui, mais qui un avait président. d'admirables conseillers comme Philippe Etienne. Messieurs, oui, alors merci d'avoir souligné ce point. Mais ceci étant, messieurs, je suis beaucoup moins radical que vous. Je ne crois pas qu'il y ait eu une situation complètement différente au début et complètement différente maintenant. J'ai vécu la personnalité de Donald Trump quand il était président la première fois, depuis l'Élysée, et puis ensuite à Washington où j'étais ambassadeur. Les traits de son caractère n'ont pas changé, et à l'époque déjà, je ne dis pas, Pierre, que la situation n'a pas changé, je reconnais qu'elle a évolué, bien sûr, mais à l'époque déjà, nous avions des moqueries, nous avions des Il y a une gradation tweets. dans la moquerie. Franchement. Écoutez, bon, moi je vous laisse juge de cette appréciation. Les choses ont bougé, certainement. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres dirigeants européens qui parlaient avec le président américain. C'était important de lui parler, pourtant. Ils avaient peut-être pas envie de se faire moquer. Aujourd'hui, alors effectivement, il y avait une espèce de réticence à parler au président américain. Aujourd'hui, on voit le chancelier Merz, la première ministre Meloni, mais ça, c'est pas forcément négatif. Les Européens ont besoin de parler au président américain. Et le président Macron, le président français, continue, contrairement à ce que peut-être vous pensez, à être, d'après ce que je sais, un de ceux qui parlent très souvent au président américain. Ce lien n'est pas du tout coupé. N'est pas rompu. Philippe Etienne, vous êtes notre invité avant et après 20h, puisque nous suivrons aussi l'allocution